Oui, alors bonjour, bienvenue aux webinaires nationaux en prévention du suicide 2020, une série de webinaires gratuits présentés par l'Association québécoise de prévention du suicide, l'Association canadienne pour la prévention du suicide et le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie à l'Université du Québec à Montréal. À l'origine, devait avoir lieu à ces dates le Congrès national en prévention du suicide Ensemble pour la vie à l'Université du Québec à Montréal. En raison de la COVID-19, cet événement a été remis au 27, 28 et 29 octobre 2021 à Montréal avec des activités pré-congrès qui se tiendront le 26 octobre. Inscrivez ces dates à votre agenda et visitez les sites de l'AQPS, de l'ACPS et du CRIS pour plus d'informations à propos de cet événement d'envergure nationale. Alors, mon nom est Jérôme Gaudreau, je suis directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. C'est notre dernière conférence de la semaine, mais ça va se terminer en grande puisqu'on a l'immense plaisir d'accueillir Marie-Claude Roberge et Pascal Lévesque. Mesdames Roberge et Lévesque sont respectivement conseillères scientifiques en promotion de la santé mentale et prévention du suicide, ainsi qu'épidémiologistes à l'Institut national de santé publique du Québec. Elles présenteront durant une quarantaine de minutes et répondront ensuite à vos questions pendant environ 20 minutes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, les poser en utilisant le chat ou le forum de discussion. Vous pouvez accéder au forum de discussion en cliquant sur le bouton chat au bas de l'écran. Les présentatrices ne verront pas vos questions directement pour leur permettre de se concentrer sur leur présentation. Par contre, j'aurai l'occasion de lire toutes les questions qui seront posées et à la fin, je choisirai quelques questions que je poserai aux présentatrices afin qu'elles puissent y répondre. La durée totale de la présentation et de la période de questions est d'1 heure et nous finirons au plus tard 5 minutes après la fin de l'heure prévue. En terminant, je vous annonce que toutes les présentations sont enregistrées. Elles seront accessibles sans frais pour visionnement en différé quelques semaines après l'événement sur les sites de l'AQPS, de l'ACPS ainsi que du CRIS. Alors, je vous souhaite une bonne conférence. J'invite maintenant Mme Roberge et Lévesque à débuter leur présentation. Merci. Est-ce que vous voyez on voit la bonne présentation? Alors, bonjour. Je veux juste préciser que notre rôle à Pascal et à moi à l'Institut national de santé publique et le rôle de tous les conseillers scientifiques à l'Institut national de santé publique est de recenser et d'analyser les connaissances existantes, de les rassembler, compiler les données épidémiologiques pour surveiller les tendances. Donc, notre présentation est basée sur les travaux que nous menons depuis mars dernier sur les impacts psychosociaux de la COVID. Déjà en mars dernier, on se posait, on a essayé de voir quelles sont les conséquences psychosociales de la COVID. Déjà, on voyait apparaître dans la littérature beaucoup d'opinions d'experts, de chercheurs dans le domaine qui anticipaient des risques des enjeux psychosociaux qui se basaient sur leurs études faites antérieurement dans les pandémies antérieures ou dans les événements avec des événements extrêmes. Il y avait aussi des documents d'orientation qui sortaient déjà de l'OMS, des organismes internationaux dédiés aux situations d'urgence qui nous avisaient qu'on devait anticiper une augmentation de l'isolement, de la détresse, de l'anxiété, des symptômes de dépression, de la violence, une consommation excessive de substances psychoactives. Il y avait peu de littérature sur le suicide. Doit-on craindre une augmentation de suicide? Les travaux étaient basés principalement sur les expériences de crise antérieures, notamment sur le SRAS, et où on voyait que, peut-être, mais les études étaient très parcellaires et dans les crises antérieures, on n'avait pas nécessairement augmenté, on n'avait pas nécessairement observé une augmentation des taux de suicide, du moins tout de suite après les événements. Donc, c'est de ça qu'on a décidé, au fur et à mesure que la littérature devenait plus abondante, de faire un état de connaissance. Donc, notre présentation
va porter sur les résultats d'une synthèse de connaissances qu'on a fait sur les impacts d'une crise sanitaire ou économique, sur les comportements suicidaires. On va essayer d'illustrer ça. En fait, on va tenter d'illustrer les circonstances en contexte de COVID qui peuvent être associées à un risque suicidaire au Québec. Et on va vous exposer quelques pistes d'action qui ont été recensées pour influencer les facteurs de risque et de protection associés au suicide en temps de pandémie qui découlent de d'autres travaux qu'on a faits sur la santé mentale notamment dans le contexte de la pandémie. Donc, Pascal, je te laisse la parole pour présenter la synthèse. Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Lévesque. Je fais la surveillance des suicides au Québec à l'INSPQ. C'est moi qui vais vous présenter la synthèse des connaissances que j'ai réalisée avec les résultats de la synthèse des connaissances que j'ai faite avec Marie-Claude. Donc, les objectifs de cette synthèse étaient, premièrement, de connaître les impacts d'une crise sanitaire et économique sur le suicide. Donc, s'il y avait eu, si on voyait à travers la littérature, s'il y avait eu dans les nombreuses crises sanitaires qu'on a connues, H1N1, SRAS, Marie-Claude le disait, SRAS, H1N1, si ça avait eu un impact sur le suicide. Et comme on sait que la crise actuelle, la crise sanitaire actuelle va être peut-être aussi une crise économique, nous voulions également recenser les effets d'une crise économique sur le suicide. À travers cette synthèse-là, on a essayé également d'identifier les groupes les plus vulnérables face au suicide en temps de crise sanitaire ou économique, et ainsi que les facteurs de risque et de protection s'il y en avait également. Donc, rapidement, je vais vous expliquer un peu la méthodologie. À partir d'environ avril, on a décidé de faire une revue rapide, donc de la littérature en lien avec nos objectifs. On privilégiait lors de la recension de nos écrits les revues systématiques lorsque disponibles, mais comme il n'y avait pas beaucoup de littérature, surtout sur la pandémie actuelle, on a également été voir dans la littérature grise. Quand je parle de littérature grise, je parle, par exemple, des sites gouvernementaux. Donc, on a essayé de voir sur les sites gouvernementaux s'il y avait des guidelines, des lignes directrices nous permettant de voir s'il y avait certains écrits ou anticipations sur les facteurs de risque associés à une pandémie, facteurs de risque de suicide associés à une pandémie, s'il y avait des textes qui avaient été faits pour un peu prévenir ou mettre en place des stratégies si un événement comme la COVID-19 venait à survenir. On a recensé 74 articles qui ont été publiés entre 2000 et 2020. On n'est pas allé plus loin que 2000, ça couvrait la crise du H1N1 et les crises qui nous intéressaient. Donc, on est allé voir les crises autant sanitaires qu'économiques. Donc, dans le cadre de nos recherches dans la littérature, nous n'avons pas trouvé de revue systématique qui portait sur les risques de suicide associés à la pandémie de COVID-19. La majorité de la documentation que nous avons trouvée était basée surtout sur des avis d'experts. Nous avons toutefois retenu 3 études empiriques. Il y a 2 études empiriques qui étaient réalisées aux États-Unis, qui ont été réalisées aux États-Unis et qui avaient comme objectif d'établir les liens entre la crise économique, la crise de la COVID-19 et les comportements suicidaires. Et cette étude-là a été faite à partir de sondages en ligne auprès d'internautes. Les résultats de ces 2 études-là sont contradictoires. La première étude indique qu'il y a possiblement une augmentation des comportements suicidaires en raison de la pandémie, tandis que la deuxième étude qui a été faite avec une méthodologie similaire à la première indique que les mesures mises en place durant la pandémie, on parle de confinement, on parle d'isolement, on parle de distanciation sociale, que toutes ces mesures-là n'ont pas eu d'impact sur le suicide. La deuxième étude a souligné néanmoins que la peur d'avoir la maladie pourrait être un des facteurs aggravants des comportements suicidaires. Il y a une troisième étude empirique qui a été réalisée au Canada.
Cette étude-là a tenté d'estimer le nombre de suicides supplémentaires qui pourraient survenir en raison de l'impact de la COVID-19 au pays. Donc, cette étude-là se basait principalement sur un facteur, c'était le facteur de chômage. Donc, cette étude-là regardait l'impact de la COVID sur le chômage, l'impact potentiel de la COVID sur le chômage. Et ensuite, à partir de régressions temporelles, elle essayait de prédire le nombre de suicides qui pourraient être excédés, qui pourraient avoir en excès en raison de la COVID, du chômage et des impacts de celui-ci. Donc, selon les modélisations, il y avait, selon l'étude, une augmentation. Donc, la modélisation a utilisé comme condition une augmentation du chômage de 1,6 en 2020 et 1,2 en 2021. Puis, selon ces estimés, ce chômage-là pourrait se traduire par une augmentation des suicides, une augmentation de 418 suicides excédentaires. En prenant des conditions encore plus pessimistes pour réaliser leur modélisation, les auteurs estiment que l'excès de suicide pourrait aller jusqu'à 2214 suicides. Je tiens à vous préciser que cette étude a fait l'objet de critiques et que certains chercheurs estiment qu'en raison des choix méthodologiques, les résultats seraient sous-estimés et que le nombre de suicides liés au chômage et à la pandémie pourrait être encore plus important. À la lumière de ces trois études, il n'est pas possible d'affirmer que la pandémie de COVID-19 a ou aura un impact sur le nombre de suicides. Cependant, je tiens à vous dire que toutes ces études soulignent l'importance des efforts de prévention du suicide pendant la pandémie de COVID-19. Maintenant, en regardant les différents avis d'experts, une série de facteurs de risque de suicide pouvant être aggravés durant la pandémie ont été recensés. Certaines études rapportent une possible augmentation de l'abus d'alcool durant la crise sanitaire. La fermeture des bars pourrait augmenter les abus de consommation solitaire à domicile, ce qui pourrait favoriser la décompensation psychiatrique et le passage à l'acte chez des individus qui sont déjà porteurs d'une vulnérabilité sociale. Donc, on sait, en temps de pandémie, il y a plusieurs restaurants et bars qui ont fermé. Donc, certaines personnes avaient l'habitude d'aller prendre un verre ou deux dans des endroits de consommation et maintenant se retrouvaient seuls à la maison et pouvaient, dans ce moment de solitude, avoir des abus d'alcool qui pourraient favoriser certains comportements suicidaires. On note également que la diminution des contacts sociaux, donc l'isolement en raison de la pandémie, pourrait aussi augmenter la détresse psychologique et le risque suicidaire. Il y a une étude qui a été menée auprès d'adultes américains qui montre que le degré de solitude est plus élevé en temps de pandémie et que les individus qui se sentent seuls pourraient avoir plus d'idées suicidaires. La littérature souligne également qu'en raison des mesures de confinement et de la distanciation, il est possible que les proches aient plus de difficultés à repérer les signes précurseurs de suicide chez les personnes qui ont des comportements suicidaires. Donc, en étant tous isolés chez nous, certaines personnes qui pourraient vivre des grands moments de détresse puis qui pourraient peut-être vouloir passer à l'acte, bien, ces personnes-là ne seraient pas exposées à des proches qui pourraient venir les aider, qui pourraient probablement augmenter le risque de suicide chez ces personnes-là qui seraient seules et donc dont leur détresse psychologique ne pourrait pas être visible à des proches qui pourraient les aider. On sait tous que le confinement lié à la COVID-19 a entraîné aussi une modification radicale de nos activités. Ces changements dans notre vie quotidienne a généré chez certaines personnes, ou peut avoir généré chez certaines personnes des perturbations importantes. Donc, quand on est à la maison, nos habitudes sont changées, on fait du télétravail. Puis, certains chercheurs pensent qu'il y a des personnes qui vont avoir des perturbations qui vont peut-être endommager leur risque biologique. Donc, certaines personnes dont le quotidien est bouleversé n'auront plus le même rythme. Puis, des experts du trouble du sommeil s'inquiètent des conséquences néfastes de ces changements de rythme quotidien-là et rapportent que des personnes pourraient avoir plus de problèmes à dormir et soulignent que les problèmes de fatigue, les problèmes d'insomnie chronique sont un risque important dans les comportements suicidaires. La pandémie de coronavirus complique beaucoup la situation aussi pour les victimes de violences conjugales. Les mesures de confinement font en sorte qu'il peut être plus difficile pour les victimes de violences de demander de l'aide.
Donc, on est isolé avec parfois un conjoint violent. Il y a plusieurs tensions familiales et économiques qui peuvent être vécues dans la maison. On est tous ensemble, on est un peu isolé du reste de la société, souvent loin de nos proches. Et tout ça peut être exacerbé en temps de pandémie. La maison peut devenir un endroit dangereux, surtout s'il y a une présence d'armes à feu. Et plusieurs professionnels de la santé et en prévention redoutent qu'il y ait une augmentation des homicides-suicides durant la pandémie. Dans un autre ordre d'idée, on a tous vu dans les médias plusieurs récits catastrophiques et messages erronés en lien avec la crise sanitaire. Ces informations-là erronées peuvent nuire à l'adoption de comportements sains et favoriser des pratiques dangereuses. On l'a vu, hein, le président américain qui voulait qu'on ingère du désinfectant. Donc, des chercheurs réputés comme Gonel soutiennent que l'exposition répétée à des messages catastrophiques véhiculés par les médias, des messages, des récits fatalistes sur la crise de la COVID-19, pourrait provoquer des sentiments de peur et augmenter le risque de suicide chez des personnes qui sont déjà vulnérables. Il y a plusieurs populations à risque qui ont été identifiées lors de la synthèse, la synthèse des connaissances que l'on a réalisées. Sans grande surprise, les personnes âgées sont identifiées par plusieurs chercheurs comme un groupe vulnérable. Ces personnes étaient déjà particulièrement à risque de vivre de l'isolement, de connaître la solitude ou se sentir comme un poids pour leur famille ou la société avant la pandémie. En temps de pandémie, ces facteurs-là, donc de solitude, de fardeau pour la famille, d'isolement, sont encore plus présents. Et en plus, maintenant, cette population-là, en plus de vivre des facteurs qui sont de plus en plus présents, bien, toutes les opportunités sociales habituelles que ces personnes-là avaient, donc de sortir, de voir leurs amis, les autres proches qu'ils avaient, bien, il y a une perte d'opportunités sociales en raison du confinement, de la distanciation physique, qui fait augmenter en plus tout le poids que les personnes âgées vivent en ce moment dû à la crise sanitaire. Donc, l'immense solitude chez les personnes âgées, en plus de la peur de la maladie. Donc, on sait que c'est une population qui est peut-être plus faible, qui est plus malade. Là, ça pourrait augmenter l'adoption de comportements suicidaires. Depuis le début de la pandémie, il y a plusieurs mesures de prévention et de promotion de bonne santé mentale qui ont été faites chez les aînés. Néanmoins, on soulignait dans la littérature qu'il y a beaucoup de ces promotions de la bonne santé mentale qui sont véhiculées à travers les médias sociaux, tablettes cellulaires, télémédecine, etc. Puis bien que ce soit des mesures qui soient extrêmement bénéfiques, c'est possible que chez les personnes plus âgées, ces mesures-là ne soient pas atteignables, accessibles, puisqu'elles ne sont pas familières avec la technologie. Ensuite, lorsqu'on regarde nos adolescents, ce sont aussi également une population là, qui sont vulnérables face à la pandémie. On sait que plusieurs ados, jeunes adultes sont maintenant en télétravail et isolés à la maison dans un contexte familial qui n'est pas toujours peut-être facile pour certains. Donc, ils vivent des tensions familiales. Certains peuvent être victimes de violences également. Donc, tout ça peut exacerber certaines vulnérabilités. On souligne plus particulièrement que les adolescents ou les jeunes adultes, ou même les enfants les gens qui ont des problèmes de santé mentale, nos ados qui ont des problèmes de santé mentale, ben, peut-être qu'ils vont moins pouvoir avoir accès à leurs services qui ont généralement donc travailleurs sociaux, psychologues, etc., etc. Et que ça aussi, ça pourrait exacerber les risques de comportement suicidaire, donc en temps de pandémie. OK. Bon, selon ce qui est rapporté dans la littérature, les professionnels dans le domaine de la santé sont de façon générale plus à risque de suicide que la population en général. Donc, les professionnels qui travaillent dans le milieu médical, les infirmières, ont déjà un risque, même pas en temps de pandémie, plus élevé de risque de suicide que les personnes qui ne travaillent pas dans le milieu de la santé. On sait que ces personnes-là sont en ce moment au front, donc ils vivent, ils ont beaucoup de pression, heures de travail
important. Donc, l'INES d'ailleurs souligne qu'il y a plusieurs problèmes, plusieurs défis que les professionnels de la santé font face. Et donc, tous ces problèmes-là peuvent engendrer de la fatigue, du stress, des aggravations de troubles mentaux préexistants ou même des problèmes de santé physique. Ça pourrait aussi augmenter leur consommation d'alcool, d'autres substances psychoactives. Ces personnes-là qui travaillent dans le milieu de la santé pourraient aussi avoir de l'usure de la compassion, puis un sentiment d'impuissance. Donc, tous ces sentiments-là, chez nos professionnels de santé, pourraient venir et exacerber leur risque de suicide qui est déjà plus présent que dans la population en général. Une autre population qu'on a identifiée à travers nos populations à risque, c'est les personnes qui vivent dans des communautés rurales. Ces personnes-là, un peu comme les professionnels de la santé, sont aussi une population avec un risque de suicide plus élevé généralement que la population en général. Ils sont plus susceptibles de connaître de l'isolement social et de vivre la violence conjugale selon ce qui est rapporté dans la littérature. Selon certains chercheurs, la pandémie de la COVID-19 pourrait exacerber ces facteurs de risque, donc des facteurs d'isolement social et de violence conjugale. Dans les milieux moins moins peuplés, les personnes avec des vulnérabilités pourraient avoir de la misère aussi à avoir du soutien et l'aide qu'elles ont besoin pour surmonter les conséquences de la crise sanitaire. On sait aussi que la crise de la COVID-19 peut précipiter des sentiments de peur, de colère, d'anxiété, d'ennui, de panique, et ça chez le commun des mortels. Plusieurs personnes en confinement peuvent aussi ressentir de la culpabilité puisqu'ils ne sont pas là pour leur famille. Donc, on a tous vécu des sentiments d'impuissance, donc des sentiments de peur face à la crise qu'on vit en ce moment. Mais chez les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou qui souffrent de problèmes psychiatriques, tous ces problèmes peuvent revenir avec une gravité qui est renouvelée et conduire à des comportements suicidaires. Donc, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale sont particulièrement plus à risque de connaître des comportements suicidaires en temps de pandémie. Donc, puis en plus, ce risque-là est majoré puisque c'est possible que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ne puissent pas avoir accès à des services de santé ou aux services de santé auxquels ils ont accès généralement. Donc, comme je vous disais au début, en introduction, on sait que la crise sanitaire va probablement être également une crise économique. Il y a plusieurs personnes qui perdent en ce moment leur travail, qui sont au chômage. Donc, on a voulu voir aussi quels seraient les impacts d'une crise économique sur le suicide. Donc, on est allé voir les facteurs, qu'est-ce qu'une crise économique pourrait avoir comme impact sur le suicide. On a recensé 38 études et sur les 38 études, il y en a 31 qui montraient que les crises économiques et plus particulièrement le chômage pouvaient avoir un impact sur le suicide. Selon les études, c'est sûr qu'il y avait des différences selon le niveau de développement des pays affectés, les inégalités économiques, selon les études, la robustesse du système de santé, mais en général, la preuve montrant que les crises économiques avaient un impact sur le suicide était assez robuste. La majorité des études soulignent que ce sont les hommes plus que les femmes qui sont à risque de suicide lors d'une crise économique. Donc, la crise économique aurait un impact plus important au niveau des comportements suicidaires chez les hommes que chez les femmes. Tandis que pour l'âge, il n'y a pas de consensus clair. On ne sait pas si c'est les plus jeunes ou si c'est les plus vieux qui seraient plus à risque. Les études sont discordantes les unes par rapport aux autres. Dans certaines études, on mentionne que les jeunes sont nouveaux sur le marché du travail, donc plus susceptibles de perdre leur emploi et donc plus susceptibles de vivre de l'anxiété et des problèmes suite à cette perte d'emploi-là, tandis que d'autres études soulignent que ce sont plus les personnes âgées, donc les personnes donc ça fait plus longtemps qu'ils ont l'expérience et que lorsqu'ils perdent leur emploi, c'est plus difficile d'en retrouver un autre et donc ils seraient plus à risque là, de vivre
seraient plus à risque face au suicide suite à une perte d'emploi. Donc, je vous le mentionnais, il y a 3 grands facteurs liés aux crises économiques qui ont été recensés. Un, la perte d'emploi et le chômage. Puis, c'est particulièrement vrai chez les personnes qui cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité sociale et économique. Donc, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont de la difficulté à se trouver un emploi, qui, lorsqu'ils ont un emploi, sont très, très, très stressés de le garder ou c'est ça, qui ont plus de difficultés, surtout s'ils sont pas allés, qui ont quitté l'école assez tôt. Donc, si ces personnes-là vivent en plus, donc ils ont une perte d'emploi ou de chômage, puis qui sont déjà à risque à cause de leur vulnérabilité en lien avec la santé mentale, c'est possible qu'ils cumulent plusieurs facteurs de risque, les poussant à aller vers des comportements suicidaires. Le troisième aspect qu'on a recensé également en lien avec les crises économiques, c'est les dettes financières incontrôlables. Donc, en temps de crise économique, c'est possible qu'on doit avoir des prêts, qu'on ait recours à des prêts, puis qu'on soit incapable donc de rembourser nos dettes. Là, on est serré. Donc, ça engendre un stress. Durant une crise économique, certaines personnes doivent avoir recours aussi à leur petite monnaie, là, au coussin qu'ils avaient, puis là, qu'ils ont perdu, ils voient leurs économies fondre. Donc, il y a une espèce de perte de contrôle là, de leurs finances qui peut conduire à certains comportements suicidaires. Donc, ma collègue va maintenant vous montrer comment ces facteurs de risque-là qu'on a recensés dans la littérature s'illustrent à travers des cas plus concrets. Oui, on a essayé de voir est-ce que ces données-là qu'on rapporte dans la littérature font écho au Québec. Donc, il faut juste préciser, bien comprendre que les données qu'on a présentement, on n'a pas de données, les données du suicide en 2020 ne sont pas encore disponibles. Donc, on ne peut pas statuer sur une augmentation possible du taux de suicide, ni ici, ni ailleurs. Par contre, il y a des données de sondage, il y a des témoignages d'intervenants qui rapportent des hausses du nombre d'appels dans les organismes, dans les lignes d'écoute, par exemple. Mais on ne peut pas, donc il faut bien comprendre qu'on n'est pas capable de se positionner par rapport à ça. On sait aussi que les données de sondage montrent que le contexte de la COVID affecte la santé mentale et le bien-être des Québécois. On assiste à une hausse de la détresse psychologique comparativement à des données populationnelles. Encore là, il faut faire attention parce que ce sont des données de sondage qui, même si certains vont utiliser les mêmes questions, les mêmes mesures que les enquêtes populationnelles, la comparaison reste difficile, mais on voit qu'il y a définitivement, il semble avoir une hausse de la détresse psychologique, de la perception de sa santé mentale qui est moindre, niveau d'anxiété qui augmente. Il y a assez un consensus d'un sondage à l'autre. Il y a quelques rapports d'investigation du coroner qui sont déjà disponibles, qui mentionnent la COVID comme élément de contexte. Encore une fois, on ne peut pas statuer d'une hausse des cas de suicide, mais nous, ce qu'on a pris, c'est les quelques rapports déjà disponibles pour lesquels on mentionnait la COVID comme un élément de contexte. Aucun de ces rapports-là ne fait un lien direct entre le suicide et la COVID, mais on a pris les rapports qui avaient mention de la COVID comme élément de contexte pour essayer de voir est-ce que les facteurs de risque nommés dans la littérature ou qui ressortent de la littérature sont aussi présents. Alors, je vous présente 2 vignettes. On avait quelques dossiers, puis on les a regroupés en 2 cas types. Donc, le premier cas type, c'est une personne jeune adulte avec des antécédents de troubles mentaux
et des antécédents de comportement suicidaire dans la plupart des cas, qui manifestent une anxiété exacerbée par la COVID. Peur de la maladie, peur que leur projet soit suspendu, qu'ils ne puissent pas poursuivre leur projet, et toutes des personnes qui sont confrontées à des événements liés à la situation économique, soit qu'ils ont perdu leur emploi, soit qu'ils vivent du stress au travail, soit qu'ils ont des difficultés financières à cause de la perte d'emploi ou à cause de la suspension des emplois, et qui subissent des conséquences du confinement. Perturbation des projets personnels, comme je disais, isolement, seul dans un appartement. Donc, vous voyez, ça, c'est selon un amalgame de rapports d'investigation, et on voit très clairement que les troubles mentaux, la présence de troubles mentaux, le fait d'être jeune, de vivre de l'isolement, de l'anxiété, ce sont des facteurs qui sont présents dans ces cas-là. La deuxième vignette, une personne âgée, une personne aînée, aux prises avec des problèmes de santé physique, déprimée depuis quelques années, mais qui n'a pas nécessairement un suivi continu en psychiatrie ou dans les services de santé mentale, qui vit mal le confinement. C'est des gens qui étaient habitués d'aller prendre des marches, puis c'est des personnes, ces dossiers-là, on parle de mars-avril, donc à une période où on était confinés, où les aînés, et on demandait aux aînés de rester chez eux. Donc, des personnes qui vivent mal le confinement, habituées de sortir, habituées de prendre des marches, contraints à ne pas le faire, craignent de contracter la COVID. Certains hésitent à se rendre à l'hôpital, soit pour leurs symptômes physiques ou pour leur mal-être, et mentionnent à leurs proches que la mort, dans le fond, serait préférable au contexte de la pandémie. Donc, on voit encore ici ces mêmes facteurs, l'isolement, des problèmes de santé, la difficulté d'accès aux services réels ou perçus, donc qui sont présents. Maintenant, quelques pistes d'action. Bien, considérant l'ensemble de ces facteurs de risque-là, et là, je rajoute à ça toute la littérature qu'on a consultée qui fait l'objet de d'autres productions de l'INSPQ récentes sur la santé mentale, ce qui ressort, c'est qu'il faut s'assurer qu'un ensemble de services soit disponible. D'abord, pour assurer les besoins de base des personnes. Ça veut dire des mesures pour atténuer les effets économiques de la crise. L'aide financière, banque alimentaire, s'assurer que ces éléments-là, ces services-là soient accessibles, disponibles et que les gens puissent facilement y avoir accès. On veut aussi s'assurer qu'on réponde bien aux besoins psychosociaux. Ça veut dire qu'on veut maintenir l'accès aux services d'aide en s'assurant qu'ils soient considérés comme des services essentiels, que les informations aussi pour rejoindre ces services-là soient diffusées, que les réseaux de santé relaient l'information, notamment lors de l'annonce d'un résultat positif à un test de dépistage. Ça veut dire quand on dit répondre aux besoins psychosociaux, de rendre accessible, de ne pas perdre l'accessibilité des ressources d'hébergement, par exemple, en lien avec la violence conjugale, les lieux d'entraide, le soutien aux personnes endeuillées. Ça ne se fait pas nécessairement uniquement à travers les services de santé mentale, mais à travers les services courants aussi. Et bien sûr, maintenir une offre de soins et services accessibles en santé mentale et en psychiatrie, qui reste essentiel. On veut aussi s'assurer, une des pistes qui ressort beaucoup, c'est de soutenir et former les personnes impliquées dans les soins et l'aide en contexte de COVID. On a vu dans cette recension d'écrit l'importance de se préoccuper de la santé mentale
des professionnels de la santé. Mais dans d'autres documents qui traitent de la santé mentale, on élargit cette préoccupation-là à toutes les personnes qui doivent fournir les services essentiels aussi. Donc, se préoccuper de leur santé mentale, mais aussi s'assurer qu'ils aient une formation de type premier secours psychologique. Pour qu'ils puissent aider les personnes qu'ils côtoient. On veut aussi sensibiliser les professionnels de la santé et les professionnels ou les personnels des services essentiels, les sensibiliser aux risques suicidaires chez la population générale et chez les groupes vulnérables. Donc, les mêmes préoccupations qu'on a habituellement en prévention du suicide, de s'assurer que les gens puissent connaître les signes de détresse, puissent savoir être sensibilisés, restent comme préoccupation. Et il importe aussi de promouvoir la santé et le bien-être de la population. On veut rendre une information. On sait déjà que les médias ont un rôle important à jouer dans la prévention du suicide en temps normal. Hein. Il y a plusieurs guides qui existent pour soutenir les meilleures pratiques en termes de traitement médiatique du suicide. Bien, en contexte de COVID, certains chercheurs mettent en garde contre la mésinformation, comme Pascal disait, et la désinformation, qui pourrait d'une part nuire à l'adoption de comportements sains et favoriser des pratiques erronées, mais aussi causer de la détresse. Donc, il importe de promouvoir des plateformes d'information qui sont sérieuses et crédibles, puis qui véhiculent une information juste et transparente. Quels sont les faits? Il faudrait aussi, comme médias ou comme autorité, informer sur les succès, saluer les efforts, valoriser des dimensions positives comme le nombre de personnes qui sont guéries, l'avancement des recherches sur les vaccins, par exemple, ou les médicaments. On veut aussi encourager la population à limiter le temps passé à s'informer parce qu'une exposition excessive aux médias est susceptible d'accroître la détresse, trop d'informations. Il faut véhiculer un discours inclusif, ça veut dire essayer d'éviter de stigmatiser certains groupes, d'avoir un discours qui favorise l'agisme, par exemple. Les liens sociaux sont majeurs, alors c'est important de soutenir les actions, les projets qui visent l'entraide entre les personnes, échange de services entre voisins ou résidents, prendre soin les uns des autres, même virtuellement, tout en respectant les consignes de distanciation physique. Il faut aussi favoriser la participation citoyenne dans le processus de déconfinement parce que ça peut contribuer à réduire les craintes qui y sont associées et maximiser l'accessibilité de ces mesures-là si elles sont adaptées aux besoins des gens ou aux préoccupations des gens. Les travaux antérieurs, par exemple, les initiatives qui ont été faites suite à la tragédie du lac Mégantic montrent que c'est ce genre d'activité-là où on fait participer les gens favorise l'exploration d'enjeux collectifs qui permettent d'identifier les besoins des communautés, créer un sentiment d'espoir et trouver des solutions qui sont acceptables pour le plus grand nombre. Une chose qui est importante aussi, qui ressort beaucoup, c'est de partager puis de mettre en valeur des initiatives qui favorisent le vivre ensemble et le bien-être. Par exemple, des initiatives technologiques, sociales, d'art urbain qui montrent qu'on est toujours connectés, qu'on prend soin les uns des autres. C'est des éléments qui sont importants, qui donnent de l'espoir aussi. Donc, en conclusion,
qu'est-ce qu'on peut conclure, outre le fait qu'on ne sait pas si le taux de suicide va augmenter? On peut, en fait, ce qu'on sait déjà, c'est que si l'augmentation des comportements suicidaires est préoccupante, elle n'est pas inévitable. Surtout avec la mise en place de mesures de prévention qui ciblent les facteurs de risque. Ça nous dit aussi qu'en plus des mesures de contrôle de la COVID pour protéger la population contre le virus, on doit s'attarder aux impacts psychosociaux et économiques que cette pandémie puis les mesures de mitigation risquent de provoquer. Une augmentation possible des inégalités, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça ressort dans d'autres documents, la détresse, la discrimination, l'isolement. En gros, la perspective de santé publique qu'on a en prévention du suicide reste hautement pertinente. Ce que cette littérature-là nous montre, c'est que l'action sur les déterminants de la santé mentale et du suicide reste hautement pertinente. On sait que ça prend un ensemble d'actions, des actions qui sont universelles, des actions qui sont destinées aux groupes à risque, des actions de prise en charge et des actions qui visent le rétablissement sont toutes des actions hautement importantes. Et bien sûr, il faut assurer la surveillance du suicide et ses déterminants. Puis la surveillance du suicide et ses déterminants, ça veut dire les taux de suicide, mais aussi le niveau de bien-être émotionnel, psychologique et social de la population, les facteurs qui fragilisent la santé mentale et les troubles mentaux, les facteurs qui sont des facteurs comme les expériences de violence, de négligence, des conditions de vie des familles. Donc, il faut aussi poursuivre la surveillance de tous ces déterminants-là. Fait que je vous ramène un graphique que j'ai déjà présenté, mais qui montre, qui recense l'ensemble des interventions d'une stratégie globale de prévention du suicide, qui va de la prévention au traitement des troubles mentaux à la promotion de la santé mentale. Tous ces éléments-là sont déjà en place et méritent d'être poursuivis. Voilà. Alors, merci Marc-Claude et Pascal. Donc, vous avez respecté votre temps. On est à 40 minutes très exactement. Bravo. Alors, on a une vingtaine de minutes pour répondre aux questions. On a déjà reçu quelques questions de l'auditoire. Donc, je vais me permettre de vous en poser quelques-unes, mais n'hésitez pas à en rajouter parce qu'on aura suffisamment pour les aborder. Juste avant, par contre, j'ai reçu le commentaire à quelques reprises. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés à voir la présentation en main. Donc, elle sera disponible dans les prochains jours sur le site de la conférence en ligne, là, donc sur www.webinaires au pluriel PS, donc webinairesps.com, ainsi que sur le site des organisations co-organisatrices de cet événement. Donc, première question que je pourrais vous partager. On ne mentionne pas dans votre présentation, ne pas aborder la question des proches aidants dans la population à risque. Est-ce que la littérature consultée en fait mention? Est-ce qu'il pourrait y avoir une vulnérabilité de cette population face au suicide en temps de COVID? Je vais me permettre de répondre, Marie-Claude? Oui. Moi, personnellement, je n'ai pas vu de la littérature là, spécifique sur les proches aidants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une certaine vulnérabilité. Par contre, chez cette population-là, on peut peut-être penser qu'ils vivent un peu la même chose que certains professionnels bénéficiaires de la santé vivent également. Donc, on pourrait faire des parallèles entre ce que vivent un proche aidant qui est vraiment en situation où il doit prendre, par exemple, soin de leur mère, quelqu'un qui doit prendre soin de sa mère ou de son père qui est malade ou qui ne peut pas y aller le voir, ou quelqu'un qui doit prendre soin d'une personne qui a des problèmes avec des problèmes de santé mentale. Donc, je n'ai pas vu, c'est pas que ça n'existe pas, moi, dans la littérature, comme je vous ai dit, là, on a fait, c'était une revue rapide, je ne suis pas tombée sur une étude spécifique sur les proches aidants, mais on peut penser qu'il y a certaines situations qui pourraient se rapprocher de ce que vivent les professionnels de la santé, étant donné que, comme je vous le mentionnais tantôt, l'INES parle de fatigue, de stress, d'anxiété.
de perte de compassion. Donc, on peut penser que tous ces facteurs-là qui sont déjà vécus par les professionnels peuvent être véhiculés aussi par un prochain, qui peuvent être vécus aussi par un prochain aidant. Là. Donc, en ce qui concerne le risque de suicide à la base, ça, je ne pourrais pas faire de parallèle parce qu'on sait que les professionnels de la santé sont un groupe qui sont plus à risque. Est-ce que les proches aidants le sont également? Peut-être pas, mais on sait qu'ils vivent des facteurs similaires qui pourraient être exacerbés en temps de pandémie. Je rajouterais que au-delà du risque suicidaire, c'est leur santé mentale qui est à l'épreuve. Puis ça ressort beaucoup dans la littérature en santé mentale. Puis tantôt, quand je disais soutenir et former les personnes impliquées dans les soins et l'aide en contexte de COVID, je veux bien préciser que ce n'est pas juste les professionnels de santé, c'est vraiment les soins et l'aide qui inclut les soins offerts par les proches aidants, puis l'aide de tous ces travailleurs qui sont au front, qui, surtout au mois de mars, avril, qui étaient au travail alors que les autres étaient confinés, qui vivaient une crainte supplémentaire. Ça, c'est beaucoup rapporté dans la littérature en santé mentale, que leur santé mentale, elle est mise à mal. Oui. Merci. On a une autre question d'ordre méthodologique qui pourrait peut-être plus s'adresser au bureau du coroner, mais je vous la transmets pareil, vous pourrez peut-être être en mesure d'y répondre. On nous demande si une personne déclarée positive à la COVID qui se suicide, comment serait-elle classée? Donc, est-ce que c'est décédé de la COVID? Est-ce que c'est décédé par suicide? On nous demande aussi, on fait aussi un parallèle, si une personne est déclarée positive dans un centre, dans un établissement de santé qui refuse de s'alimenter, est-ce que c'est un décès par suicide ou un décès par COVID? Je pense qu'il y a beaucoup de questions que les gens se posent par rapport aux causes de décès. Moi, je ne peux pas répondre à ça. Pascal, est-ce que... Moi, pour ce qui est de la question, le COVID positif, c'est-il une personne, s'il y a eu, le bureau du coroner va nécessairement faire une investigation. En tout cas, selon mes connaissances, comme je dis, il faudrait peut-être plus parler au bureau du coroner, mais selon ma compréhension, il va nécessairement avoir une investigation du coroner s'il y a un décès par traumatisme, qu'il soit intentionnel ou non intentionnel. Donc, au Québec, à chaque fois qu'il y a quelque chose de traumatisant qui provoque un décès, donc que ce soit un accident d'auto, un accident de moto ou un suicide, nécessairement, il va y avoir une investigation. Donc, que la personne a eu le COVID, même qu'elle ne soit pas décédée du COVID, donc il n'y a pas d'interférence entre les deux. Là. Donc, une personne pourrait très bien avoir le COVID, se suicider. Est-ce qu'il y en soit mention du COVID dans le rapport du coroner ou non? Ça, ce n'est pas systématique, je ne peux pas répondre. Mais c'est sûr que cette personne-là ne passera pas à travers les mailles du filet à cause qu'elle est passée elle a le COVID. Elle ne sera pas classée comme une personne qui serait peut-être décédée du COVID. Elle va être nécessairement, s'il y a une investigation et qu'on conclut un suicide, elle va nécessairement être prise dans une investigation du coroner. En corollaire de ça, on nous demande quand est-ce qu'on sera en mesure d'avoir des données précises sur l'impact des décès par suicide, c'est-à-dire l'impact de la pandémie sur les décès par suicide par l'Institut national de santé publique. Donc, quand est-ce qu'on aura des données formelles sur les taux de suicide en 2020? Pour l'instant, c'est sûr qu'on essaie toujours on travaille présentement à peut-être essayer d'avoir des données plus récentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'Institut, on travaille. Le suicide n'est pas considéré comme une activité de vigie. Donc, un peu comme le COVID en ce moment où day-to-day, on reçoit des informations, mais on est plus dans une perspective de surveillance. Et dans une perspective de surveillance, généralement, les données avec lesquelles on produit nos résultats ne sont pas des données très récentes parce que c'est de la surveillance en long terme. Ça nous permet de voir, on n'est pas on est en contexte, c'est sûr que le suicide est souvent associé à une pandémie, là, mais on n'est pas dans un contexte de day-to-day des données. Donc, pour l'instant, si on suit les canaux ordinaires, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, c'est sûr qu'on essaie en ce moment de pousser pour avoir des données récentes et d'en donner la situation un peu exceptionnelle qu'il y a. Si je me réfère aux canaux normaux qu'on utilise, là, en ce moment, là, dans les prochaines semaines, je vais commencer, comme à chaque année, la mise à jour sur le suicide. Je vais avoir les données jusqu'en 2018. Donc, on peut s'attendre à ce que ça soit en 2022. Mais probablement là, que on n'est pas les seuls à décider. Là, c'est des mécanismes assez
difficile l'accès à des données plus récentes, puis à des données très, très récentes, ça demande un processus bureaucratique qui est assez important. Donc, c'est sûr qu'on va travailler pour les avoir plus tôt, mais pour l'instant, ça ne sera pas dans les mois à venir, là, à moins qu'il y ait un revirement exceptionnel. Effectivement, l'INSPQ travaille avec des données finales terminées. Par contre, le bureau du coroner, lui, monitore l'état de la situation et travaille avec les données préliminaires, ce qui est moins précis jusqu'à maintenant, et fournit tous les mois là, à des organisations de prévention du suicide un état de situation là, très, très, très simple, à savoir s'il y a une variation des données préliminaires de la période COVID par rapport aux années précédentes pour la même période. Donc, ce qui nous permet d'avoir une idée, mais on n'a pas possibilité d'avoir quoi que ce soit de plus précis que ça pour l'instant. On a une autre question qui porte sur les clientèles marginalisées, comme les jeunes de la communauté LGBTQ+, qui vivent déjà de l'isolement. Est-ce qu'on a de l'information ou des données à l'égard de ces clients? J'ai vu une étude qui mentionnait, c'est plus à travers peut-être la prévention, puis Marie-Claude pourra peut-être m'en rajouter. Là. Moi, j'ai plus vu à travers la prévention que ces personnes-là, qui sont déjà des personnes, comme vous dites, marginalisées, puis qui sont vraiment... Tu sais, on sait que le suicide, que la pandémie en ce moment exacerbe plusieurs facteurs de risque déjà présents dans plusieurs populations. Donc, il y a probablement à penser que ces personnes-là, si en plus, ils ne peuvent pas aller voir leur père, donc si c'est des personnes, je ne sais pas moi, dans une communauté homosexuelle, je dis n'importe quoi, parce que moi, je vous dis, on peut penser que le fait d'être isolé sans des pères qui vivent la même chose que nous, ça peut aider, mais je te laisse Marie-Claude peut-être qui a l'air de lâcher de la tête, plus en dire, parce que moi, je n'ai rien vu sur le sujet, à part peut-être une étude qui mentionnait, mais très rapidement, je ne l'ai pas gardée. Ouais, mais dans la littérature en santé mentale, oui, ça sort beaucoup que c'est une population à risque de détresse, notamment parce que les réseaux auxquels ces personnes-là, auxquelles ils faisaient partie, peut-être sont abolis. Par exemple, sont à l'université, ils sont plus là, retournent dans une famille, dans leur famille qui parfois est pas soutenante. Donc, oui, ça peut, c'est des personnes qui sont à risque de grande détresse, de développer des symptômes de dépression et donc les facteurs de risque qu'on a ici. On a abordé la question des travailleurs de santé pendant la conférence. On nous demande si est-ce que c'est similaire, l'impact de la COVID est similaire pour le personnel de la sécurité publique, par exemple, ou les travailleurs essentiels. Similaire aux les travailleurs de la santé que la sécurité publique. C'est-à-dire si les travailleurs de la sécurité publique ou le personnel dans les milieux essentiels vit les mêmes réalités que les travailleurs de la santé. Ben, en santé mentale, ce qui ressort encore une fois dans les cadres des organismes comme l'OMS ou l'ONU qui ont développé des cadres d'action suite à des situations d'urgence sanitaire, des tremblements de terre, tous ces travailleurs-là sont considérés de la même façon, là, vivent une détresse, oui, effectivement, mais il n'y a pas eu cette distinction-là faite dans la littérature qu'on a faite, qu'on a observée pour cette synthèse-ci. Niveau économique, est-ce qu'il y a des mesures que le gouvernement pourrait proposer pour contrer les effets délétères de la pandémie, notamment l'augmentation des taux de chômage? Donc, qu'est-ce qui pourrait être fait, selon la littérature, par le gouvernement pour justement contrer les impacts? Bien, par rapport à la littérature, tu sais, la littérature, c'est vaste et c'est très variable d'un pays à l'autre. Puis, les mesures sont des mesures plutôt génériques, c'est-à-dire qu'il faut
compenser les pertes financières, assurer le soutien aux individus, revoir les modalités d'absence au travail, d'être plus flexible quand on a des enfants à la maison, des mesures qui sont mises en place déjà présentement ici. Je pense que les gouvernements ont pris acte de ça rapidement, puis les mesures qui sont mises de l'avant reflètent celles qui sont proposées dans la littérature. Maintenant, les modalités de les mettre de l'avant varient d'un pays à l'autre, mais de soutenir financièrement les individus par une souplesse quant aux prêts, de donner des allocations font partie des mesures proposées. Qu'en est-il pour les populations des Premières Nations qui sont isolées, qui ont moins accès aux services de santé, en plus avec les événements qui sont survenus récemment et qui ont été relatés dans les médias? Donc, est-ce qu'on perçoit aussi un impact sur les communautés des Premières Nations? Moi, au niveau de la littérature, j'ai pas vu rien. C'est vraiment, comme je vous dis, la littérature, on est encore assez balbutiement. Probablement qu'il va y avoir des études qui vont être réalisées. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que dans ces communautés, en tout cas, mon point de vue, c'est que c'est sûr que les mesures, on voit au niveau de l'impact de la maladie, de la COVID, on voit que c'est une communauté qui ont été moins touchées. Si on regarde là, la Côte-Nord, tout ce qui est les territoires plus où il y a des communautés autochtones, au niveau de la maladie, ces personnes-là ont moins vécu de problèmes de cas. Il y a certaines communautés où il n'y a aucun cas. Donc, on peut penser que peut-être ces non-cas-là peuvent avoir un facteur de protection, mais en même temps, il y a d'autres facteurs, par contre, je laisserai rajouter là-dessus, qui vont voir nuit. Mais on sait qu'il n'y a pas, dans ces communautés-là, le nombre de cas de COVID et de décès est moins important que dans d'autres régions où les communautés autochtones sont moins présentes. On vient de finir une recension des écrits qui devrait, un petit document qui devrait paraître sous peu, où ce qui ressort, c'est ce que Pascal dit, c'est des communautés qui ont été moins touchées, mais aussi ce qu'on voit, c'est qu'elles se sont mobilisées et ce sont des communautés qui ont toujours fait preuve d'une grande résilience, qui ont su agir ou déployer beaucoup de résilience, mettre de l'avant des facteurs de résilience communautaire, adapter les mesures pour qu'elles soient protéger leur territoire. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'autonomie face aux mesures l'autonomie qu'elles ont déployée pour adapter les mesures à leur population a porté fruit, ou en tout cas, et sont des pratiques prometteuses. Je pourrais rajouter également que c'est une population, je ne connais pas beaucoup ces communautés-là, mais j'imagine que c'est une communauté où les aînés ont une présence qui est beaucoup plus importante que dans d'autres communautés. Donc, peut-être que ces personnes-là, on sait que les aînés dans les populations autochtones prennent une place importante. C'est des personnes à qui on se réfère beaucoup et c'est peut-être que les aînés ont peut-être été plus protégés que dans d'autres communautés. Là. Mais ça reste encore de l'ordre hypothétique. C'est une supposition que je peux faire là, si je regarde les facteurs de risque puis ceux associés aux aînés et à l'isolement. On a le temps pour une dernière question qui concerne la clientèle plus jeune. Donc, est-ce qu'on pense qu'en 2021, on sera en mesure de connaître ou d'évaluer l'impact de la pandémie sur la santé psychologique des 5 à 14 ans, une clientèle ou une partie de la population pour laquelle la situation est peut-être un peu moins bien documentée? Bien, pour le moment, les données sur lesquelles on s'appuie sont des données de sondage. Beaucoup de sondages portent sur les 18 ans et plus. Vous comprenez que c'est plus facile de faire des sondages chez les adultes parce qu'ils peuvent consentir. Donc, il
il y a quand même des projets de recherche qui visent les plus jeunes. Donc, j'imagine qu'on va pouvoir avoir des données, oui. Puis par l'accès aux services aussi, on va avoir des données de surveillance. Alors, c'est ce qui conclurait notre conférence. Merci beaucoup, Marie-Claude et Pascal, de cette présentation. Et c'est ce qui conclut également la série de conférences en ligne organisées par l'Association québécoise de prévention du suicide, l'Association canadienne pour la prévention du suicide, ainsi que le Centre de recherche sur l'intervention sur le suicide et enjeux éthiques de fin de vie. Donc, on vous remercie énormément d'avoir participé. Comme je disais tout à l'heure, il sera possible de se procurer un exemplaire de la présentation ainsi que de toutes les autres conférences, ainsi que la captation enregistrée de toutes les conférences sur le site web des conférences pour la prévention du suicide. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée ainsi qu'une bonne fin de semaine. Merci. Merci. Au revoir.